Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Joël Mokyr. Bonjour. Alors je vais commencer par faire quelque chose d'étrange devant vous. Je vais faire votre portrait parce que vous êtes un immense historien de l'économie, peut-être le plus grand historien de l'économie au monde. L'un de vos ouvrages a été traduit récemment aux éditions Gallimard, La culture de la croissance. Et finalement, c'est un livre qui résume assez bien vos travaux puisque une question traverse votre œuvre. Vous avez cherché à comprendre pourquoi certaines sociétés devenaient innovantes, et c'est pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, alors que s'ouvre le salon Vivatech et alors que tout l'Occident réfléchit aux conséquences de l'intelligence artificielle. Vous êtes notamment intéressé dans ce livre à la révolution industrielle et la question à laquelle vous avez tenté de répondre est une question que je pourrais qualifier de classique en sciences sociales, puisque c'est la question que s'est posée Max Weber lorsqu'il a cherché à comprendre les affinités électives entre la culture protestante et le capitalisme, mais c'est aussi la question que s'est posée Karl Marx pour savoir comment le capitalisme était né. Seulement voilà, vous apportez une réponse différente fondée plutôt par le bas, c'est-à-dire que vous considérez que les acteurs, les petits entrepreneurs, les savants, petits et grands, ont un rôle essentiel dans le développement de la croissance et que ce sont eux finalement qui ont fabriqué la prospérité de l'Europe, de ce que vous appelez le grand enrichissement. Et ma première question, Joël Mokyr, elle est simple, elle consiste à savoir si dans vos travaux, vous avez déjà rencontré une période semblable à la nôtre avec une innovation qui fait couler tant d'encre comme l'intelligence artificielle. D'abord, la première question est de savoir pourquoi certaines sociétés sont innovantes et créatives. Cette question, effectivement, est au centre, comme vous le dites, de la littérature depuis des centaines d'années. Et beaucoup s'interrogent là-dessus. Moi, mon approche est certainement différente de celle de Max Weber et certainement très différente également de Karl Marx. À mon sens, ce qui compte le plus, c'est que, et ce que les gens n'ont pas vu, c'est le lien direct entre le siècle des Lumières français et justement la croissance économique. Pourquoi ? Parce que les philosophes des Lumières, et je pense notamment à Turgot, Condorcet, ceux en quoi ils croyaient le plus, c'était le progrès. Et cette foi, cette croyance au progrès est nécessaire pour que le progrès se produise, parce que il faut se dire que l'on est disposé à aller à l'encontre de la sagesse populaire, la sagesse des anciens, ce qu'on appelle le canon. Et donc, vers 1500, donc au tout début de l'Europe moderne, les Européens ont commencé à remettre en question la sagesse des grands penseurs, des grands philosophes dont ils avaient hérité des civilisations classiques. Je pense à Aristote, mais également Galilée, enfin des gens qui ont créé la science, la médecine. Mais on a commencé à remettre cela en question, surtout Copernic, la révolution copernicienne, puisque Copernic a remis en question le système solaire, mais il y en avait des centaines d'autres, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, Spinoza, Newton, Galilée. Donc, on commençait à se dire, voilà, on est plus intelligent que les anciens. Nous allons pouvoir rejeter les anciennes croyances. Une fois qu'on a acquis cette notion que l'on peut faire mieux que les générations précédentes, eh bien, cela ouvre un nouveau monde. Et ce qui est frappant, c'est que, essentiellement, les civilisations européennes, c'est les seules qui aient franchi ce pas. Regardez ce qui se passe dans le monde islamique du Moyen-Orient. C'est des peuples extrêmement loyaux qui sont très fidèles aux classiques du hadith, du Coran. On ne peut pas s'en écarter. En Chine, le système est légèrement différent, mais également très tourné vers le passé. Et ça, je crois que c'est une chose assez naturelle pour les peuples qui estiment que les ancêtres avaient plus de sagesse qu'eux-mêmes, alors que ça n'est pas le cas en Europe. En 1700, la querelle des anciens et des modernes, cette querelle était déjà dépassée. C'est les modernes
qui l'ont emporté. Alors à partir de là, on voit le progrès apparaître dans tous les domaines, en mathématiques bien sûr, mais également en chimie. Vous avez Lavoisier qui était un véritable révolutionnaire. Vous avez également l'électricité, et partout, dans l'industrie, mais également dans l'agriculture, les transports, où l'on disait nous pouvons faire mieux que le passé, et c'était la façon de penser qui s'est imposée. Mais alors, ce qui est tout à fait frappant, et là, ça ne s'est pas produit ailleurs dans l'histoire de l'humanité. On nous dit, voilà, vous êtes eurocentrique, vous mettez l'Europe au centre du monde. Ça n'est pas tellement de cela qu'il s'agit. On essaie de comprendre comment il se fait que dans certaines régions du monde, des changements se sont produits qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. Et évidemment, cela a eu des implications énormes puisque ces nouvelles technologies, ces nouvelles sciences créées par les Européens entre, disons, 1600 à 1900 sont devenues le paradigme dominant et d'autres nations les ont suivies. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose de même nature, semblable à la machine à vapeur, le gouvernail des tambours, les différentes innovations que l'on croise dans vos ouvrages, Joël Mokyr, l'intelligence artificielle, est-ce de même nature ? Alors, il est encore un petit peu tôt artificielle, et cette révolution ne vient à peine de commencer. Si l'on compare, disons, l'apparition de l'intelligence artificielle avec celle de l'ordinateur, on est... Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, à l'équivalent des ordinateurs de 1955. Enfin, on n'a pas encore construit, à l'époque, on n'avait pas les supercalculateurs, les smartphones, donc nous ne savions pas dans les années 50 comment les ordinateurs allaient changer notre vie au point où on ne pourrait plus s'en passer. Alors, aujourd'hui, la vie moderne est inimaginable sans l'ordinateur. Nous avons tous des ordinateurs miniatures dans nos poches qui ont plus de puissance de calcul que ceux qui prenaient une pièce entière qui pesait des tonnes en 1965. Alors que l'intelligence artificielle, à mon sens, prendra cette place-là qu'occupe l'informatique. C'est-à-dire que nous vivrons dans un monde où l'on va se dire « mais comment avons pu nous en passer ?» Mais nous n'y sommes pas encore. Donc, attendez encore 10, 15 ans pour voir où nous en serons. Et là, on verra effectivement ce que sont les effets sur l'éducation, mais également la médecine, la gouvernance, l'ingénierie et surtout pour la recherche. L'autre différence entre la révolution industrielle et la période que nous traversons, Joël Mokyr, est dans ce que vous évoquez, il y a une préférence pour la modernité, une préférence pour la croissance, une préférence pour l'innovation. Ça, c'est ainsi que vous caractérisez, par exemple, la France du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La croissance est perçue avec méfiance. Le progrès technique est perçu comme étant causeur de nombreux troubles. C'était déjà le cas chez Marx. Alors, est-ce que les choses ont considérablement changé à cet égard ? Non, en fait, non. Et pour ma part, je suis absolument convaincu qu'il nous faut de la croissance plus que jamais. Et il y a pour ça au moins 3 bonnes raisons. Chacune d'entre elles, c'est d'abord le fait qu'il nous faut surtout plus de ressources. C'est ça que la croissance amène. D'abord, première grande cause, c'est le changement climatique. La lutte contre le changement climatique coûtera très cher. Il faudra d'énormes investissements dans le matériel notamment, mais également si l'on veut construire des digues ou revoir les réseaux électriques. Ça, la liste est infinie. Une deuxième grosse cause, c'est une cause politique, c'est-à-dire qu'il est évident que le monde pacifique dans lequel j'ai grandi, ce monde-là n'existe plus. Nous vivons dans un monde d'agression, à la mode poutinienne, qui nécessitera de l'investissement dans la défense, l'OTAN notamment, bien plus que par le passé. Et puis une troisième cause qui est peut-être plus subtile, mais quand même très critique, à savoir le vieillissement de la population va nécessiter davantage de ressources
ressources. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Il y aura de plus en plus de personnes âgées qui n'auront plus l'âge de travailler par rapport au nombre de personnes actives. Et donc, si vous avez une population vieillissante, des gens qui consomment mais qui ne produisent pas, qui auront besoin de soins médicaux qui coûtent cher et qui auront besoin également d'attention personnelle, et il y aura de moins en moins de personnes qui seront en mesure d'apporter ces soins. Alors, comment réglons-nous ce problème? La seule façon d'y arriver, enfin qu'il soit politiquement faisable, c'est l'automatisation. Et l'automatisation signifie des progrès technologiques, mais également de la recherche et de la croissance économique. Donc, l'idée qu'on peut se passer de croissance économique parce qu'il y a eu des effets négatifs, ça a toujours été le cas. Mais il nous faudra plus de moyens, plus de ressources pour traiter ces trois grands problèmes qui menacent la vie telle que nous la connaissons. On va revenir là-dessus, on va revenir sur la manière, selon vous, la nature du savoir, la compréhension de la nature ont modifié les conditions matérielles d'existence de l'être humain. Les choses, finalement, que vous développez dans votre livre, publié aux éditions Gallimard, La culture de la croissance, les origines de l'économie moderne. Joël Mokyr, j'ajoute que vous êtes traduit ici même par Robert Wolfenstein. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, nous retrouvons notre invité Joël Mokyr, un grand historien de l'économie. On vous doit notamment un livre publié aux éditions Gallimard, La culture de la croissance, les origines de l'économie moderne. Vous nous avez expliqué comment, selon vous, la culture était un élément clé dans justement l'innovation, la croissance, alors même que s'ouvre en France le salon Vivatech. Vous nous avez expliqué dans quelle mesure notre monde avait besoin de croissance, notamment du fait de la crise climatique. Et puis, vous avez enseigné partout dans le monde et notamment à l'université de Tel Aviv. Vous êtes américano-israélien. Joël Mokyr, avant de reprendre notre discussion sur la croissance, l'innovation, j'aimerais que vous nous donniez votre regard sur ce qui se déroule au Moyen-Orient. Écoutez, je n'habite plus Israël depuis longtemps, mais j'y vais deux fois par an, puisqu'effectivement j'enseigne à l'université de Tel Aviv, et évidemment je suis la politique depuis toujours. Je suis né 2 ans avant la création de l'État d'Israël, donc c'est un petit peu... J'y ai grandi, j'aime ce pays, mais de bien des façons, les Israéliens ont vécu un peu dans l'illusion. Ça n'a pas commencé avec Netanyahou ou Begin. Dès 1948, l'illusion était là. Le peuple israélien pensait qu'il était le seul groupe à pouvoir revendiquer cette terre en faisant fi d'autres populations qui avaient vécu là aussi et qui peuvent également revendiquer de la même façon la même terre, ou en tout cas le territoire. Donc de part et d'autre, on s'était dit que non, voilà, cette terre m'appartient à moi et uniquement à moi. Et c'était complètement symétrique, du côté israélien, mais également du côté palestinien. Alors, une personne normale, rationnelle, raisonnable, se dirait, ma foi, si l'un et l'autre estiment qu'ils sont les seuls détenteurs de la terre, il faut simplement diviser le pays d'une manière raisonnable. Et depuis 1947, il y avait effectivement des projets dans ce sens, et également en 67 et à de multiples reprises depuis. Et il m'a toujours paru, et à d'autres personnes raisonnables, que c'était la seule façon de procéder, de partitionner la terre, la répartir entre ces deux peuples. Mais la tragédie, c'est que l'un et l'autre côté refusent de
de découper la terre, de découper l'enfant. Il nous faut un jugement comme celle du roi Salomon. Dans l'histoire de la Bible, vous avez deux femmes qui revendiquent le même enfant. Mais malheureusement, on n'aura pas de roi Salomon, ni de part, ni d'autre. Et il n'y a aucun roi Salomon aujourd'hui qui pourrait proposer ce jugement. Mais ce qui est préoccupant, c'est que depuis 7 mois, on a vu une période de croissance, de mépris, de déshumanisation de l'autre côté. De part et d'autre, encore une fois, parce que c'est ce que ressentent les Israéliens, mais également les Palestiniens. C'est leur sentiment vis-à-vis des Israéliens. Donc une polarisation totale entre ces deux populations. Et les issues paraissent toutes mauvaises. On a le statu quo qui va se maintenir, mais un État unifié dans lequel cohabiteraient les Juifs et les Palestiniens semble de moins en moins probable. Et donc, la division de l'État semble quand même la seule option possible. Mais le problème, encore une fois, c'est que aux États-Unis, en Europe, on se rend bien compte que c'est la solution, mais en Israël même, la grande majorité des gens sont contre, mais c'est également vrai du côté palestinien, qui ne veut pas non plus de ce partage. Et là, c'est une situation sans précédent depuis le début. Et moi, je suis très inquiet. Je crains que cela se terminera de manière tragique. Je ne vivrai peut-être pas jusque-là. Je ne verrai peut-être pas ça de mon vivant, mais c'est une tragédie qui s'annonce. En tout cas, on s'enfonce dans un tunnel sans lumière au bout du tunnel, pour reprendre cette expression. Alors peut-être qu'on tourne en rond. C'est un tunnel circulaire, complètement noir et sans issue. Et donc je suis de plus en plus inquiet parce que de part et d'autre, on voit actuellement des positions, d'abord des peuples qui sont très mal dirigés. Vous avez des dirigeants qui s'éloignent de plus en plus d'un compromis raisonnable, et ça c'est très très inquiétant. Reprenons le fil de notre discussion sur l'industrialisation et l'innovation. Joël Mokyr, vous nous avez expliqué comment cette culture de la croissance, elle était liée à l'idéal des Lumières. L'idéal des Lumières était un idéal profondément démocratique. Or, justement, le capitalisme, renforcé par la révolution industrielle, ce capitalisme est de plus en plus considéré comme un obstacle à la démocratie. Il ne fait pas partager les fruits de la croissance à tous. Il produit de nombreuses inégalités. Est-ce une rupture brutale? Est-ce une rupture dans l'évolution qu'on avait vue au XXe siècle? Qu'en pensez-vous? En tout cas, moi, je m'inscris en faux contre l'idée que la démocratie et le capitalisme soient incompatibles. Au contraire, je dirais le contraire, à savoir qu'on trouvera la démocratie durable essentiellement dans les pays qui, eux, sont engagés dans une forme d'économie de marché, ce que d'autres appelleraient le capitalisme, parce que, essentiellement, en tout cas, l'un des grands esprits du XXe siècle, même si je suis pas d'accord avec tout, mais ce que disait Milton Friedman, c'est il a fait comprendre quelque chose de très clair, c'est que le capitalisme et la démocratie ont besoin l'un de l'autre, se renforcent mutuellement et peuvent créer, disons, le genre d'entité, de système dans lequel les économies peuvent prospérer et se développer. Et ceci a été clairement démontré par l'expérience, notamment dans l'Europe occidentale et les pays de l'Union européenne. Après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, on a peu d'économistes mettraient cela en cause. Est-ce que le capitalisme garantit l'égalité, l'équité? Mais la réponse est tout est relatif, ça dépend. Il y a des pays dans lesquels on est arrivé à un niveau à peu près acceptable d'égalité, le Danemark, enfin la Scandinavie ou les Pays-Bas. Et bon, il y aura bien sûr des inégalités, il y en aura toujours, parce que ça fait partie de la société. Mais la question est de savoir dans quelle mesure l'État peut-il, disons, un peu corriger cela. Le capitalisme du XXe siècle a produit quelque chose d'important, à savoir, le capitalisme a inventé l'État-providence.
providence. Il faut bien voir que toutes les démocraties occidentales sont des États-providence dans la mesure où on ne permet pas à des gens de mourir de faim. On fait de notre mieux pour apporter du logement, de l'éducation, disons des soins de santé, des services de base à tout le monde. Et on veille à ce que personne ne meure de faim dans la rue. Alors, il y a des pays qui ont mieux réussi que d'autres, certes. Les États-Unis, malheureusement, il y a encore un réel problème de personnes sans abri, des problèmes même de malnutrition aux États-Unis. On a, disons, un État-providence assez limité. Mais en Europe occidentale, ici, y compris en France, en Scandinavie ou aux Pays-Bas ou en Italie ou en Suisse, moi, ce qui me frappe, c'est que la pauvreté, qui était vraiment un facteur constant de l'histoire depuis les premiers jours, comme le dit la Bible, les pauvres seront toujours là. Ils ne sont plus là. En tout cas, dans le monde occidental, on a réussi pratiquement à éradiquer la pauvreté. Alors, un petit peu moins les États-Unis, malheureusement. Mais l'État-providence associé au capitalisme ont créé les conditions dans lesquelles la démocratie et la liberté peuvent se maintenir dans des économies, disons, mixtes, dans lesquelles les marchés peuvent fonctionner, avec néanmoins des réglementations. C'est l'État qui régule le marché quand même et qui essaie de faire en sorte que le pays puisse fonctionner au mieux possible, disons-le. Mais l'idée d'ensemble, c'est qu'il y aura toujours des défauts. On pourra toujours arranger, réparer, modifier des choses. Mais dans l'ensemble, par rapport à ce que l'histoire nous a montré, mon cher Guillaume, la vie dans ces pays, aujourd'hui, en tout cas, est bien meilleure qu'elle ne l'était. Alors, personne n'a vécu aussi bien dans l'histoire que ces pays, maintenant. Il y a une indication toute simple. Nous vivons, notre espérance de vie s'est prolongée. Maintenant, l'espérance de vie, c'est dans les années 80 ans. Et la qualité de vie, pas simplement la durée de vie, la qualité de vie, les gens sont en meilleure santé qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, moi, je pense que quand même, dans une large mesure, le capitalisme peut revendiquer ce beau résultat. Vous revenez sur deux personnages qui sont pour vous essentiels dans la construction d'une culture de la croissance et de la science, Bacon et Newton, parce que pour vous, dans la période qui va des années 1500 aux années 1800, ils sont essentiels. J'aimerais d'ailleurs que vous nous rappeliez quelle est l'œuvre de Bacon et de Newton. Pourquoi sont-ils à ce point essentiels dans le phénomène que vous appelez le grand enrichissement de l'Occident ? Moi, j'ai élaboré cette notion d'entrepreneur culturel. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur culturel? C'est quelqu'un qui crée une nouvelle façon de penser, pas entièrement innovante, mais disons qui réunit de manière cohérente des choses qui existaient, mais de manière également, disons, convaincante. J'aurais pu, plutôt que Newton et Bacon, j'aurais pu prendre Karl Marx ou Adam Smith ou John Maynard Keynes. Vous avez là des gens qui ont su organiser, disons, les pensées antérieures pour en faire, disons, une histoire, un narratif cohérent, en tout cas, qui semblait faire sens à l'époque. Alors, ce que Francis Bacon a fait, il y a d'autres précédents, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a essentiellement dit aux gens, écoutez, nous étudions la nature, pas simplement pour illustrer la grande sagesse du Créateur, ou parce que c'est amusant. Non, nous étudions la nature pour améliorer les conditions matérielles de l'existence sur Terre, de la race humaine. Ce qu'on appelle un savoir utile, la science, la technologie, la mathématique. Ces sciences-là peuvent s'appliquer pour rendre la vie meilleure grâce à la médecine, l'ingénierie, la production industrielle, etc. On peut apporter à manger de meilleures vies, de meilleurs logements à l'humanité. Quant à Newton, il a mis le doigt sur le fait que l'on peut comprendre la nature parce que la nature suit des règles que nous pouvons découvrir. La nature n'est pas
aléatoire, on peut la comprendre. Et personne n'a compris cela aussi bien que Newton. Il y avait des Kepler et d'autres avant lui, mais Newton a réussi à rassembler tout cela. Et si l'on examine le XVIIIe siècle, le siècle de la révolution industrielle, mais également le siècle des Lumières, c'est des véritables idoles. Hein. Tout le monde a vu que ces personnages étaient des sources d'inspiration. Alors, si vous lisez Diderot, par exemple, et ses articles dans l'encyclopédie, eh bien, vous verrez une véritable admiration pour Francis Bacon, justement, parce que Bacon a dit ce que l'on sait maintenant, c'est que la technologie peut améliorer la vie et nous pouvons assurer cette amélioration en comprenant la nature. Et Newton a dit, effectivement, il y a des règles qui régissent la nature. Alors, certaines de ces règles sont compliquées. Hein. La théorie quantique, à l'époque, on ne la connaissait pas. Mais au bout du compte, nous avons la capacité, disons, de comprendre de phénomènes naturels, de comprendre les règles qui les régissent, pour le bien-être de l'humanité. Hein. C'est ça le propos de cette innovation. Et malgré ses défauts, cette théorie a porté ses fruits et nous a apporté tout ce que nous avons aujourd'hui. On n'a plus besoin de s'inquiéter de savoir si nous allons trouver à manger demain, si nos enfants survivront, si nous pourrons résister au froid ou à la chaleur. Nous avons les moyens de rendre la vie humaine aussi agréable qu'elle est aujourd'hui, sans aucune comparaison avec celle des élites les plus riches, les élites du passé. Aucun empereur, aucun pape, aucun marchand n'a vécu aussi bien que ceux de la classe moyenne d'aujourd'hui. Mais alors, justement, est-ce que aujourd'hui, on verrait une manière donc de comparer les figures du passé, Bacon, Newton, avec des personnages actuels qui sont les Bacon et les Newton d'aujourd'hui? Well, il y a eu des entrepreneurs culturels récemment également. Alors là, j'ai peut-être un parti pris en tant qu'économiste, mais je citerai John Maynard Keynes qui a donné la forme à l'économie moderne, mais également Keynes allait au-delà de l'économie puisqu'il nous a montré que l'économie de marché a besoin d'un gouvernement bienveillant pour le réguler. On ne peut pas livrer le marché à lui-même, laisser faire que certains libertaires appellent de leur vœu. Non, il nous faut un État bienveillant qui sache réguler le marché et qui sache ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc l'écart entre, disons, le laisser-faire et l'économie planifiée à la soviétique, le juste milieu, c'est, disons, un compromis qui serait, disons, le juste milieu dans lequel, et je reviens à John Maynard Keynes, pas simplement sur le plan économique, mais également sur tout ce qui est la science sociale et la gouvernance, tout cela est au cœur de l'apparition de l'État-providence et des politiques qui évitent, disons, l'effondrement, le chômage de masse, ou encore l'inflation galopante. Alors là, l'influence de Keynes sur la gouvernance et sur l'économie était comparable à ce qu'a fait Bacon. Et puis, sur le plan scientifique, alors peut-être qu'il n'y a pas de scientifiques du même rang que Newton, peut-être Einstein quand même, ou Max Planck, mais disons que leur influence culturelle n'a pas été aussi grande. Mais alors, justement, parce que dans votre livre « La culture de la croissance », publié aux éditions Gallimard, il y a à la fois de grands personnages, comme par exemple Isaac Newton, mais il y a aussi des inventeurs. Je pense par exemple à un inventeur que j'aimerais que vous nous présentiez comme Stephenson, celui qui a eu un rôle important aux États-Unis, qui a travaillé sur les trains par exemple. Et je me demande dans quelle mesure cet inventeur pourrait être rapproché de gens comme aujourd'hui Bill Gates, peut-être également Elon Musk. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été le rôle de Stephenson par exemple?
Comme nous l'a enseigné Schumpeter il y a des années déjà, le capitalisme a besoin d'entrepreneurs. Et les noms que vous avez évoqués, alors, n'étaient pas nécessairement de grands inventeurs. Bill Gates, c'était plutôt, il était plutôt entrepreneur qu'inventeur. Mais pensez à Henry Ford. Henry Ford n'a pas inventé l'automobile. Il s'est contenté en tant qu'entrepreneur d'améliorer le processus de production. Mais les voitures avaient été inventées bien avant lui, en Allemagne en l'occurrence, et la société aura toujours besoin d'entrepreneurs. C'est ainsi que, encore une fois, c'est ce qu'encourage le capitalisme, puisque les opportunités sont là, et des gens comme Bill Gates ou Henry Ford, ou ceux qui ont créé l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on pense notamment à ChatGPT. Ces gens-là, c'est ceux qui permettent au système de fonctionner. Il vous faut des entrepreneurs et ils jouent un rôle essentiel dans cette histoire. Et ça a toujours été le cas. Et c'est la raison, Guillaume, pour laquelle on ne peut pas avoir d'égalité parfaite, parce qu'il faut que ces gens exceptionnels aient la possibilité de s'enrichir considérablement. C'est le cas, justement, de Bill Gates ou Musk ou d'autres. Et c'est aussi ça qu'ils recherchent. Alors, c'est peut-être pas un monde idéal, mais c'est notre monde qui nous a quand même bien accompagnés. C'est incontestable. Alors, donc, les entrepreneurs sont essentiels. Sans eux, nous ne serions nulle part. Aujourd'hui, il y a une crainte en France, en Europe, d'un décrochage de ce qu'on appelle le vieux continent, notamment parce que il semblerait que l'avantage soit de plus en plus, par exemple, en Asie ou bien en Inde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Joël Mokyr, qui justement observez les choses sur la longue durée? Écoutez, l'économie mondiale, c'est pas comme une course de chevaux où il faut quelqu'un qui mène la course et quelqu'un qui soit à la traîne et qui décroche. Pour ma part, j'ai écrit pas mal d'articles où je parle de la loi de Cardwell. C'est quoi la loi de Cardwell? Elle dit que aucune économie ne reste un leader technologique pendant bien longtemps. Tôt ou tard, le leader laisse la place à un autre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au cours des 250 dernières années, puisque l'Angleterre était le leader pendant la révolution industrielle. Et puis au 19e siècle, vous avez l'Allemagne, essentiellement en chimie et en électricité, puis les États-Unis. Et puis, et là, effectivement, l'Europe semblait un peu décrochée, mais il faut se dire que dans le monde d'aujourd'hui, quand quelque chose est inventé, où que ce soit, quand quelque chose est inventé quelque part, cette même chose est inventée partout. Par exemple, si les Chinois inventent quelque chose, en l'espace de peu de temps, le monde occidental peut l'imiter. De la même façon qu'il y a 50 ans, c'est le contraire. C'était quand le monde occidental inventait quelque chose, la Chine l'imitait. Donc le monde devient technologiquement intégré et au fond, peu importe de savoir si la prochaine invention, la prochaine génération de médicaments, d'automobiles, d'ordinateurs est inventée en Chine, puisque moi, en tant que consommateur, j'y ai accès, cela améliorera mon niveau de vie. On dit, c'est un peu apocryphe, on dit que la Suisse n'a rien inventé, pas même l'horloge à coucou. Mais le niveau de vie en Suisse est du plus élevé du monde. Donc on n'a pas besoin d'être un leader technologique pour avoir une vie confortable. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'invention, très bien. La vraie question, c'est de savoir est-ce que l'on peut adopter ces nouvelles technologies. Et dans certains pays, ça n'a pas été facile, pour toutes sortes de raisons. Mais, par exemple, dans l'Asie du Sud, en Afrique, ça a été très difficile, en Amérique latine aussi. L'adoption des nouvelles technologies a posé problème et donc le niveau de vie est resté relativement bas. Mais si l'on regarde des
des pays qui sont, disons, à la pointe. Je pense à la Suisse, aux Pays-Bas. Mais ils mènent une vie confortable quand même. Un mot de conclusion, Joël Mokyr. Il y a dans votre discours une forme d'optimisme qui tranche avec la tonalité en France. Avez-vous la sensation d'être un optimiste sur les questions économiques? Vous êtes en France depuis quelques jours. Voyez-vous pourquoi votre discours détonne? Écoutez, moi j'ai toujours été, je serai toujours un optimiste technologique. En tout cas, si la race humaine est capable de ces prouesses remarquables, écoutez, depuis quelques années, ce qui m'inquiète, c'est plus les institutions que la politique. On ne peut pas passer 4 ans sous Donald Trump sans devenir pessimiste. Et surtout s'il y a la perspective de 4 ans de répétition. Ça, effectivement, c'est une source de pessimisme. La culture de la croissance, les origines de l'économie moderne, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Gallimard. Joël Mokyr, vous étiez traduit ici même par Robert Wolfenstein. 8h45 sur France Culture.